Alors, bonjour, mesdames et messieurs, hein. Merci de l'invitation encore une fois. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on m'a suggéré de faire, mais j'ai pleine autonomie dans la chose, là, de faire quelque chose un petit peu sur les retombées de la mobilisation et de l'action syndicale, pour le type d'action syndicale. Ce que j'ai pensé vous présenter aujourd'hui, c'est l'importance de l'action politique et sociale des organisations syndicales et comment ça renforce ce qu'on appelle leur action économique, qui est la négociation collective. Donc, de regarder un petit peu, si on peut dire, les vases communicants entre l'action politique de vos organisations syndicales, par exemple le SCFP ou la FTQ, et bien sûr vos conditions de travail, donc ce qu'on appelle l'action économique, la négociation collective. L'idée de cela, c'est que fréquemment, les gens se posent beaucoup de questions sur pourquoi nos syndicats s'engagent dans des campagnes politiques qui ne sont pas en lien direct avec nos conditions de travail. On peut penser, par exemple, à la campagne pour l'amélioration du salaire minimum, les campagnes pour l'accès au logement, les campagnes pour aider les personnes plus démunies. Il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été vers les droits des femmes. On peut penser, historiquement, il y a eu des campagnes, par exemple, qui ont été vers la création des CPE. C'est un résultat beaucoup d'actions syndicales et d'actions communautaires qu'il y a eu à l'époque. Donc, toutes ces actions-là, on se pose fréquemment la question chez les membres, et j'en reçois beaucoup de questions comme cela, même de mes étudiants, mais pourquoi les syndicats font cela alors que dans le Code du travail, leur mission, leur rôle, c'est la négociation des conditions de travail de leurs membres et l'application du contrat de travail qui est la convention collective. Donc, j'ai pensé de vous engager dans une discussion sur cela afin justement qu'on puisse démêler les vases communicants. Et pour moi, c'est très important l'action politique syndicale, surtout pour les travailleurs, travailleuses des secteurs publics et parapublics. Parce que comme on a mentionné la dernière fois qu'on s'est rencontrés, votre employeur, sa nature de l'employeur est politique. Ces coûts de désaccord que nous, on appelle en relations industrielles lorsqu'on enseigne. Donc, les conséquences pour l'employeur de refuser vos demandes en négociation collective ne sont pas économiques. Donc, s'il y a un conflit de travail ou peu importe des manifestations, etc., ce n'est pas économique comme dans le secteur privé. Ce sont des coûts politiques qu'il va payer. Hein? Et puis, donc, dans ce contexte-là, il faut peut-être comprendre un petit peu l'importance de l'action syndicale sur le territoire, le terrain politique. Autre raison, c'est que contrairement à ce qu'on retrouve au Canada anglais, contrairement à ce qu'on va retrouver en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la plupart des pays asiatiques et de l'Amérique latine, il n'y a pas de vrai parti politique travailliste au Québec. On va retrouver, par exemple, en Ontario, sur la scène provinciale, et dans toutes les autres provinces canadiennes, les NPD. On va les retrouver. Aux États-Unis, c'est un petit peu la même situation qu'au Québec. Les organisations syndicales sont un petit peu sans voix politique, sans relais politique, parce que le Parti démocrate, il y a une aile qui est travailliste, mais l'aile dominante, elle est très conservatrice. C'est une aile du monde des affaires. On peut penser à Nancy Pelosi, on peut penser à Chuck Schumer, donc tous ces politiciens-là qui viennent du milieu corporatif. Donc, ils n'ont pas vraiment de relais. Et au Québec, on se retrouve un petit peu dans la même situation. La raison qui explique ça, c'est qu'historiquement, au Québec, en réalité, on a confondu dans les années 60, 70, 80 l'action travailliste, défense des droits des travailleurs, avec le projet de souveraineté. Donc, les organisations syndicales s'étaient grandement confondues à l'intérieur du Parti québécois, en appui du Parti québécois politiquement. Parce que le Parti québécois avait un programme politique qui était très travailliste, très progressiste, d'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail, d'amélioration des services publics. Mais on peut dire que cela, c'est essentiellement terminé avec le déficit zéro. Avec le déficit zéro de 95, 96, 97 de Lucien Bouchard, on a une rupture entre le mouvement syndical et le Parti québécois, et entre le mouvement syndical et presque la quasi-totalité des partis politiques. Le lien, par exemple, avec Québec solidaire, il est tendu fréquemment. Il est très fréquemment tendu parce que Québec solidaire, c'est beaucoup plus un parti de la diversité et fréquemment beaucoup plus à gauche que les membres des organisations syndicales le seraient. C'est pas pour dire que Québec solidaire, c'est pas un bon allié, là. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une responsabilité qui retombe sur les épaules des organisations syndicales, des fédérations et des confédérations et des centrales syndicales au Québec pour être actifs sur le terrain politique. Et là, je ne parle pas de terrain politique électoral, là. Je parle vraiment pour promouvoir des politiques publiques, pour faire des alliances à l'externe. Donc, avec cette petite introduction, je vais vous présenter mon PowerPoint. Je suis conscient que la dernière fois, j'ai peut-être eu un langage un petit peu trop hermétique pour certaines personnes.
Je vais tenter de corriger le tout. N'hésitez pas à me demander des précisions. Si vous ne comprenez pas, là, on va dans le chat, on peut le mettre. Je vais ouvrir le chat pour voir vos questions, si vous en avez, ou si vous me demandez justement de revenir sur un concept ou une notion. On va commencer un petit peu théorique en regardant un petit peu, quand on parle de l'action syndicale, politique et économique, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a des exemples dans le tableau que je vais mettre. Ensuite, on va transiger vers ce qu'on appelle beaucoup le pouvoir syndical, donc le rapport de force que les organisations syndicales peuvent avoir. Et vous allez voir que l'approche que je vous propose fait en sorte que ça repose sur des alliances et justement l'engagement syndical dans la société sur les enjeux sociaux. Et il ne faut pas oublier que le syndicalisme québécois a été très longtemps, si on peut dire, et encore aujourd'hui, hein, host disabled part. Ah, je ne peux pas partager mon écran. Attendez, je vais revérifier. Pourtant, je vous ai mis... Ah, essayez donc voir. Oui, là, ça Ah, fonctionne voilà, très bien. désolé. Merci beaucoup. Bien Donc, je vu. partage mon PowerPoint, que, comme je mentionnais, là, qui va vous être disponible. Je l'ai envoyé à Christine. Je vais tenter de le mettre voyons, en diaporama. Dioporama. On ne me l'offre pas. Bon, ben, on va être obligé de. Comment ça qu'on ne me l'offre pas? En tout cas, peu importe. Là. Vous devriez le voir en bas de l'écran. Vous voyez en bas, à droite. À droite encore, à droite encore. Yep, oui, pas loin. Encore un petit peu à droite. Encore. Ici. Là. Oui. Ah, OK, parfait. Mais là, moi, je vous ai perdu, vous autres, mais je vous vois là-bas. OK, c'est bon. Donc, la présentation s'intitule L'action syndicale et les enjeux sociaux. Donc, l'importance de l'implication des organisations syndicales dans les enjeux sociaux. Vous voyez mon beau prénom et nom, là, puis mon titre, etc. Là, vous le voyez tous là, là. Je suis professeur à l'Université Laval. Donc, on part avec une prémisse importante, avec la prémisse que le syndicalisme ne peut pas se réduire essentiellement, simplement, et se contenter de la représentation économique par le biais de la négociation et de la gestion de la convention collective. Euh, D'abord, comme je mentionnais, dans les secteurs publics, parapublics, c'est très important parce que vos conditions de travail sont déterminées politiquement. Donc, il faut avoir une influence politique, il faut avoir des alliés dans la société pour promouvoir un certain projet social. Et ce projet social-là ne veut pas dire qu'il exclut vos conditions de travail. Hein. C'est de faire le lien entre de bonnes conditions de travail pour les travailleuses et les travailleurs des secteurs et services publics, surtout celles et ceux de la santé aujourd'hui, et l'accessibilité et la qualité des services et des soins qui sont donnés aux gens. On en a des preuves aujourd'hui, hein, avec les gens qui quittent les réseaux publics beaucoup, avec les difficultés d'attraction de main-d'œuvre dans les réseaux publics, qui s'expliquent, à mon avis, à moi, tout simplement par la détérioration des conditions de travail et pas seulement salariales dans les secteurs publics et parapublics. Monsieur Grenier, vous Oui, m'entendez? Oui, on ne voit pas, ça ne fonctionne pas. On voit le PowerPoint, mais si vous l'avez changé, là, nous, ça ne change pas à l'écran. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous êtes toujours à la page 1 de votre diaporama? oui. OK, essayez donc de faire le test pour aller à la page 2, voir si ça va fonctionner. J'essaie de voir. Je trouve même plus mon. Ah, parce que c'est ça, habituellement, quand je. Ah, oui, ça fonctionne. Ah, OK. Bon, là, on va voir vos notes. Parfait. OK. Mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. OK, parfait. Vous On allez va à aller la ici. page 1, ce que vous Hey, là, étiez. je descends. OK, là, je comprends pas. Là. En bas, il y a diapositive. Vous pouvez voir des flèches Ah plus oui, bas OK, encore. ouais. Ouais. Ouais, OK. Merci. Oui, bien vu. Ce sont les limites de mes compétences informatiques. Là. Par contre, j'ai des auxiliaires à l'université. Hein. Donc, surtout dans les secteurs publics, parapublics. Et ce qu'on peut vraiment conclure, hein, c'est que vos revendications, en réalité, là, qu'elles soient envers une amélioration de vos conditions d'exercice du travail ou l'amélioration de votre rémunération globale, sont justifiées, sont légitimes. Parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui, les gouvernements ont beaucoup trop pressé les citrons. Les syndicats ont tout tenté pour tenter de bloquer cela. Ils ont réussi plus ou moins bien, mais les gouvernements poursuivent dans la même direction. Hein. La réforme du système de santé proposée par M. Dubé, c'est dans la continuité de celle de M. Charest, de celle de M. Barrette également, de celle de M. Couillard. On a une continuité qui est là, qui est vers la création de cette grande agence-là. Et puis, les syndicats, on peut voir qu'ils sont actifs en commission parlementaire et ailleurs pour remettre en doute et questionner ce choix politique, surtout que les deux expériences qu'on a au Canada, en Saskatchewan d'abord, et ensuite en Alberta, nous démontrent que ce modèle de gestion et d'organisation de la santé, le lean et de l'hypercentralisation, sont de mauvais choix.
parce qu'ils ont reculé. Ils ont reculé suite à des audits. Mais il semblerait que le gouvernement se dirige dans ça. On est un gouvernement qui fait relativement bien la sourde oreille. Ensuite, si on se contente encore une fois de tout simplement négocier et de gérer la convention collective, une fois la négociation passée, les organisations syndicales, essentiellement, elles deviennent des gestionnaires du mécontentement de leurs personnes salariées. Donc, par le biais de la convention collective sur les lieux de travail, le régime de grief, les rencontres patronales syndicales, etc., on vient qu'à gérer le mécontentement des personnes salariées. Mais une fois la convention collective signée, on n'a pas tant de marge de manœuvre que cela. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Oui, BOM 2316. C'est peut-être une erreur, on va attendre. Bon, je vais baisser la main. Au pire, elle D'accord. relèvera si elle a besoin, si elle a une question. OK. Il y a 2 personnes dans le chat, je vais aller voir tout de suite avant de continuer. Là. Ici non plus. Ici, le PowerPoint ne bouge pas. Ici non plus. Ah non, non, c'est ça, Là, c'est parce ça que je n'ai s'est pas encore réglé. bougé. J'ai pas Oui. encore bougé le PowerPoint. Là, je vais essayer de fermer ça ici. Excusez-moi, là, ça casse le rythme un peu. Là. Donc, ils deviennent tout simplement des gestionnaires du mécontentement de leurs personnes salariées. Et ça en vient essentiellement que le syndicalisme devient un petit peu vu comme étant une assurance collective. Je paye des cotisations. Si j'ai un problème au travail, je vais voir mon syndicat, je fais un grief. S'il ne peut pas le régler, mauvais syndicat, mauvaise assurance. Mais une organisation syndicale, c'est plus que ça, surtout dans les secteurs et les services publics. Donc, à mon avis, à moi et de plusieurs autres, les syndicats, surtout dans les secteurs publics parapublics, doivent agir sur le contexte des relations du travail, le contexte dans lequel ils manœuvrent pour faire de la pression sur l'employeur. Donc, par le biais, pour moi, de l'action politique qui peut prendre plusieurs formes. Hein. Quand je mentionne l'action politique, lorsqu'on y pense, on pense toujours à l'action politique partisane, mais en réalité, c'est tenter d'agir sur les politiques publiques pour avoir, on peut penser par exemple que dans les années 60, 70, les syndicats au Québec ont agi très fortement pour un système de santé publique élargi, un accès élargi. C'est beaucoup grâce aux pressions des organisations syndicales. Ils avaient fait la même chose en éducation. Lorsqu'on a eu notre premier ministère de l'Éducation en 64, les organisations syndicales avaient travaillé de près avec le ministère de l'Éducation à l'époque pour avoir un système d'éducation de qualité publique. Et on y avait réussi, hein? Grâce à l'action syndicale et bien sûr les pressions politiques de d'autres groupes sur les gouvernements, on avait quand même jusqu'au début des années 80 un système de santé qui était vu par plusieurs autres juridictions dans le monde comme étant un système de classe mondiale, où il y avait une accessibilité importante, où il y avait des soins de qualité qui étaient donnés. Et bien sûr, avec le néolibéralisme et le travail de nos politiciens, bien, ils ont démoli cela. Hein. Ils ont joué un petit peu aux gestionnaires, puis ils n'ont pas parvenu à le faire. Donc, pour moi, l'action politique doit se déployer, bien sûr, au niveau national, au niveau régional et également au niveau local. Hein. On ne peut pas laisser les choses simplement à nos organisations nationales, dans nos organisations politiques. Bon, OK, parfait. Pourquoi cela? Hein? Non, là, c'est 3, j'ai pesé, j'ai été trop vite. Non, 2. Parfait. Bon, excusez-moi, là. Ah ben ouais, ça paraît un petit peu désorganisé, là, mais je suis organisé. Hein? Donc, pourquoi cela? Hein? Parce que l'action politique permet, dans une grande mesure, de rehausser le pouvoir, le rapport de force syndical. Surtout, encore une fois, dans les secteurs publics et parapublics, et surtout dans le cas du système de santé, où la possibilité de faire des actions comme la grève est très limitée en raison de la loi sur les services essentiels. Donc, la marge de manœuvre des organisations syndicales se trouve beaucoup plus réduite qu'on va voir en éducation, par exemple, ou qu'on va voir dans le secteur privé. En éducation, la loi sur les services essentiels ne s'applique pas directement. Elle va s'appliquer par la bande pour l'accès aux services de garde, mais pas à l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas considéré comme un service essentiel au Québec. Donc, ça doit partir, le pouvoir syndical, pour moi, doit partir de l'agenda syndical. Donc, quelle est sa raison d'être de l'organisation syndicale? Bien sûr, sa raison d'être première doit être l'amélioration et la défense des intérêts des membres, des personnes salariées, donc de leurs intérêts économiques. Mais comme je mentionnais tantôt, ça doit se déployer stratégiquement également avec un volet politique. Dans l'agenda syndical, il doit y avoir, et fréquemment, ça revient aux syndicats nationaux, aux fédérations ou aux centrales syndicales, mais quand même, vous en faites partie. Partie de l'agenda doit être également d'agir sur le politique. Pas nécessairement en politique partisane, mais pouvoir influencer les politiques publiques.
Pensez, par exemple, si on regarde au niveau fédéral, la FTQ travaille fortement avec le SCFP pour tenter d'introduire des dispositions anti-briseurs de grève dans le Code canadien du travail. Parce que c'est utilisé beaucoup par les employeurs. On peut voir au port de Québec présentement, avec le lockout qui dure depuis plus d'un an, là, que c'est quelque chose d'assez réel. On peut voir dans les municipalités l'action qu'il y a eu par les gouvernements avec la destruction du régime de négociation collective qu'ils avaient. Les organisations syndicales sont parvenues à repousser plusieurs pressions des gouvernements pour leur enlever du pouvoir de négociation collective en faisant des alliances dans les communautés, dans les villes et les régions, de façon justement à pouvoir garder leur droit de négociation collective et leur droit de faire des actions collectives en défense de leurs conditions de travail. Ça se décline ensuite, premièrement, ici, si on regarde l'écran à gauche, dans la solidarité interne. La solidarité interne, c'est qu'est-ce qui vous revient directement à vous. Fréquemment, c'est autour justement de vos intérêts immédiats liés à vos conditions de travail. Donc, c'est par la mobilisation des membres et la négociation collective. C'est une des dimensions de l'action syndicale. Par contre, le syndicalisme, surtout au Québec, on peut penser par exemple les conseils régionaux de la FTQ, les conseils centraux de la CSN. Il y a également une solidarité externe importante qui se déploie. Dans le cadre de votre négociation collective, bien sûr, hein, cette solidarité externe se déploie d'abord avec des alliances dans le front commun ou au niveau sectoriel dans des cartels. Mais ça, c'est une première forme d'alliance qu'on appelle ad hoc, liée directement à la capacité d'améliorer vos conditions de travail et de faire un mouvement politique. Vous savez, les manifestations du Front commun, c'est fait pour faire un mouvement politique. Les gens, il faut y participer. Même une manifestation locale pour alerter les gens qu'il y a un enjeu politique. Et vous avez un terreau fertile dans la santé et services sociaux pour cela. Beaucoup de gens avaient mis leur espoir dans le gouvernement Legault, hein? Parce qu'ils arrivaient là, puis là, c'était supposément des gestionnaires de haut niveau, qu'eux autres, ils allaient tout régler ça, là, puis ça allait être tout smooth, puis là, on allait transformer nos systèmes, etc. On ne voit rien de cela. Hein? Ils sont atteints de la même maladie que ceux avant eux, de la structurite. Ils agissent dans leur monde à eux qu'ils peuvent contrôler. Il y a des problèmes, on va tout changer les structures du système de santé. Et je ne sais pas si vous avez vu l'organigramme nouveau qu'ils proposent avec l'Agence Santé Québec. Si Oui. vous ne l'avez pas vu, allez sur le site web de l'IRIS, l'Institut de recherche d'information socio-économique du Québec. Ils viennent de publier un billet où ils montrent le nouvel organigramme. C'est un monstre. Vous pensez que vos décisions et vos responsables patronaux de relations de travail, de conditions de travail sont éloignés de vos milieux de travail présentement? Si ce projet de loi-là atterrit comme le ministre le veut, ben, ça va être un comité de relations de travail pour votre catégorie d'emploi à travers la province, là. C'est assez incroyable là, ce qu'on les voit en train de faire là, là. Ils sont en train de construire comme un super réseau de la santé, une super structure qui fait peur, qui fait vraiment peur. Et vos organisations syndicales agissent en commission parlementaire pour montrer aux ministres qu'il y a des problèmes, il y a des problématiques importantes. Ça fait partie de leur action politique. Mais ça peut avoir des conséquences également pour vos capacités de négociation collective à l'avenir. Parce que la négo va s'éloigner de plus en plus de vos milieux encore plus. Parce qu'il n'y aura plus de négo local. Là. Le local, ça n'existera plus. Là. Donc, c'est important de faire des alliances autant avec d'autres syndicats qu'avec des usagers ou des groupes d'intérêt dans votre milieu afin justement de créer une action politique et sociale pour défendre notre système de santé. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce qui est en arrière de cela également, il y a une volonté de privatisation. Hein. On voit des services privés ouvrir partout. Dans la ville de Québec, c'est partout. On voit des super cliniques qui rouvrent, c'est du privé financé par le public, beaucoup de spécialistes qui s'en vont dans le privé, etc. Là, le gouvernement, c'est la façon de contrer, ou même pas de contrer, il dit que de contrer l'exode des médecins vers le privé, c'est de leur permettre de pratiquer dans les deux. Mais là, ça, c'est pas, ils vont, ben oui, ils vont aller pratiquer dans les deux. Les cas difficiles, ils vont les envoyer à l'hôpital, les cas faciles, ils vont les garder pour eux. Hein? Puis il faut, dans le cas de vos catégories d'emploi à vous, qui est plus au niveau des services administratifs, ben, il faut voir quels sont leurs projets futurs pour les services administratifs dans ces super structures-là. Puis si vous ne vous organisez pas politiquement, vous avez de la misère d'agir. Mais ce qu'il faut voir ici, si on revient à ce fameux triangle, hein, moi j'aime ça enseigner avec des triangles ou des tableaux. Là, hein, donc, ça part de l'agenda syndical. Il faut toujours se rattacher à ça. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous êtes?
Bien sûr, la mission première, c'est de défendre les intérêts de nos membres. Mais la défense des intérêts de nos membres se fait d'abord, bien sûr, par une solidarité interne que vous déployez en temps de négociation collective et à l'extérieur de cette négociation. Donc, on ne peut pas se contenter seulement d'une gestion de griefs, etc., là, mais il faut créer de la solidarité interne, une mobilisation des membres dans les temps forts de la négo. Ça s'en vient, là. Hein? Moi, ma femme et ma fille, ils ont leur vote de grève ce soir en enseignement, là. Puis ça va durer longtemps. Eux autres, les enseignants, enseignantes, là, ça parle. Hein? Vous voyez, je parle beaucoup. Hein? Fait que eux autres, ça va durer jusqu'à minuit et demi, là, un soir. Là. C'est sûr, garanti. Là, hein? Et je, je vais juste Oui, vous faire un petit point aussi. Vous avez parlé de l'IRIS, je l'ai mis dans le chat. Donc, les gens qui veulent parfait. voir le super organigramme, vous allez pouvoir y jeter un œil. Hey, moi, j'ai un problème avec mes yeux présentement. Hein? Puis mes yeux, là, ça coulait quand j'essayais de regarder ça. Oh non, Je l'ai même OK. imprimé, puis je ne suis pas capable de le regarder. C'est tout petit, parce qu'il y a Oui, tellement de cases partout. Puis, oui. vous voyez, la hauteur de l'organigramme, sa longueur sur une page, ça vous démontre le niveau de centralisation de la négociation. Puis une autre raison pour parler de solidarité externe, c'est de plus en plus de vos enjeux sectoriels en négociation collective sont contrôlés par le Conseil du Trésor maintenant. Vos comités patronaux de négociation collective, le Comité pour la santé et services sociaux, délèguent de force. Hein, c'est pas eux qui ont choisi, c'est le gouvernement qui l'a imposé au Conseil du Trésor. Beaucoup d'enjeux maintenant qui sont liés à vos conditions d'exercice au Conseil du Trésor. Moi, ce que le Conseil du Trésor nous dit, c'est tout ce qui peut avoir une incidence monétaire directe ou indirecte, on veut le ramener à la table centrale. Donc, vous voyez, c'est une politisation. Plus on monte haut dans l'organigramme, plus on atteint le niveau politique. Donc, l'action politique devient de plus en plus importante, d'abord avec les alliances que vous avez faites à l'intérieur du Front commun ou autres, et ensuite avec des groupes d'usagers, des groupes de citoyens et citoyennes qui ont un intérêt important à ce que le système de santé soit efficace. Hein? Puis Dieu sait qu'il ne l'est pas présentement. Hein? La majorité des gens qui se rendent dans les urgences, c'est parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Hein? Puis il y a beaucoup de pressions qui sont placées sur vos membres dans la mesure où on veut que les processus administratifs aillent de plus en plus vite sans avoir les ressources appropriées pour le faire. Et souvent sans avoir la bonne technologie. On ne rentrera pas là-dedans, là, mais en tout cas, je vais vous donner un exemple. Là. Moi, je suis l'optométriste, il analyse, il fait un diagnostic comme quoi j'ai une détérioration de ma cornée. Lui, il remplit le tout là, sur le site web, dans un petit carré, là, puis il envoie ça à la clinique de l'œil à Saint-Sacrement. Là, moi, je n'ai pas de nouvelles. Fait que j'appelle à Saint-Sacrement, la femme me dit wow, monsieur, c'est pas comme ça fonctionne. Là. Elle dit là, nous, là, on reçoit ça. Ensuite, on l'imprime et on l'envoie au centre de numérisation, qui eux, ensuite, vont nous le renvoyer par courriel. Là, j'ai dit c'est à comprendre. Là. Puis ensuite, on peut dire que on a reçu votre document. Avant, on ne reçoit pas votre document, votre demande. Fait une fois qu'on l'aura eu, vous serez placé en ligne. Puis là, je demande combien de temps que ça prend. Elle me dit autrefois, c'était une semaine, maintenant, c'est 3 pour numériser. Là, je lui demande pourquoi. Elle dit on n'a pas de main-d'œuvre. Mais ça, ce sont des emplois que vous occupez. Hein? Puis là, ce qu'ils font, c'est ils pressent le citron de ceux qui restent là, là. Donc, il faut y mettre une pression politique pour qu'ils fassent des embauches. Là. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de monde qui veut travailler. Le monde veut travailler dans des bonnes conditions. Là, je ne partirai pas là-dessus parce qu'on ne finira pas la présentation. Je vais finir me choquer. Donc, pourquoi qu'on dit qu'il y a 2 dimensions à cette action syndicale? Comment qu'on les définit, nous? D'abord, la dimension salarié-salarié. Ceci vient, j'ai oublié de le mettre, là, vient d'un ouvrage qui a été publié par Grégoire Meuret et Pierre Verge en 1999. Ça s'appelait justement l'action syndicale, aspect juridique et politique. Et puis, ça vient également d'auteurs plus anciens. Là. John Dunlop, des années 50, avait le même modèle, etc. On peut voir 2 formes de représentation syndicale ici, à votre gauche dans le tableau, dans la colonne de gauche. D'abord, ce qu'on appelle, nous, la représentation salarié-salarié. Donc, représenter la personne salariée en tant que salarié. Donc, bien sûr, hein, ce sont des objectifs économiques, vos conditions de travail. On peut prendre comme exemple l'équité en emploi, donc d'avoir des conditions équitables en emploi. Hein, c'est la base même de nos relations de travail, en réalité, de nos conventions collectives. La forme que ça prend, bien sûr, c'est la négociation collective. Et ensuite, une fois la négociation terminée, c'est la gestion de la convention collective. Donc, les actions qui vont être prises, qui vont être lourdes, vont être bien sûr la grève ou des manifestations. Hein? Ensuite, bien sûr, pour la gestion de la convention collective, ce sont les griefs, l'arbitrage fréquemment auquel on fait référence, mais ensuite également des alliances ad hoc pour le temps de la négociation. On va voir. Les fronts communs s'inscrivent dans cela. Ce sont des alliances ad hoc où on n'a pas nécessairement toujours des mêmes intérêts, mais on a un ennemi commun.
Puis on a une stratégie commune, c'est de ne pas se faire diviser. Vous savez, le gouvernement cherche souvent à diviser dans les négociations collectives, hein. Il va aller voir le plus faible, puis il va tenter de s'entendre avec le plus faible s'il n'y a pas de front commun. Mais l'autre action qui vient appuyer ça et qui donne une certaine légitimité à l'idée de syndicalisme au Québec et dans nos sociétés, et aux États-Unis, ça revient très fortement, cette deuxième dimension de la représentation, qui est celle de salariés citoyens. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans l'action syndicale américaine présentement. C'est de représenter les salariés et l'ensemble des citoyens en tant que citoyens dans la société. Donc, de tenter d'avoir des politiques publiques qui avantagent non seulement nos membres, mais d'autres personnes qui ont les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, qui vivent les mêmes situations qu'elles et eux. Donc, bien sûr, les objectifs, ce sont des objectifs politiques de transformation sociale, d'avoir une société qui est plus juste. Moi, je me rappelle lorsqu'Henri Massé était votre président, il en parlait beaucoup, Henri Massé, de ça, d'une société plus juste. Avant lui, M. Laberge en parlait également. Il justifiait les actions collectives, politiques, surtout dans les secteurs publics et parapublics, par ce projet de transformation sociale qui vise à améliorer les conditions de vie de tous et qu'on ait une équité et une justice sociale pour tous, non seulement nos membres, mais l'ensemble de la société. C'est ce qu'on était parvenu à faire beaucoup dans les fronts communs dans les années 70 au Québec, hein. On avait rattaché dans les revendications des fronts communs non seulement celui de 74, mais également celui de 79, celui de 76 également, des demandes de transformation sociale, d'améliorer l'accès aux services publics et d'améliorer les conditions de vie. Hein, les lois sur l'équité salariale, les lois sur l'équité en emploi, récemment la loi pour compter l'harcèlement au travail. Donc, un ensemble, la loi sur l'équité salariale telle que j'ai mentionné, donc d'améliorer les conditions de vie et de poursuivre, avoir des idées d'équité et de justice sociale. Ça nous donne une légitimité envers les autres parties prenantes de notre société et ça améliore également les conditions de vie de nos membres en tant que citoyennes et citoyens. Mais il y a un vase communicant important ici. Au Québec, il y a plusieurs choses lorsqu'on est en négociation collective qu'on n'a pas nécessairement à négocier aussi intensément que, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, les syndicats avaient délaissé l'action politique jusque dans les années 2010. À partir des années 70, ils ont délaissé le terrain politique. Ils ont vu s'écrouler un ensemble de politiques publiques. Ils n'ont presque plus de système de santé publique. Mais ça veut dire que lorsque les organisations syndicales négocient avec les employeurs, une grande part de la rémunération part pour payer les coûts de l'assurance santé que les membres vont avoir. Ça va être une grande part de cette tarte de rémunération qui va aller là parce que ça coûte très cher. Et ça fait également que la couverture santé de nos membres est attachée à leur emploi. Ce qui fait qu'ils ont peur de perdre leur emploi, ce qui fait qu'ils font moins de revendications. C'est la même chose pour l'assurance emploi américaine et un ensemble d'enjeux qui ne sont pas dans les politiques publiques aux États-Unis. Donc, on doit négocier. Alors qu'au Québec, on n'a pas à les négocier. Elles existent déjà. Ce qui enlève un certain poids, ce fait que l'étendue des enjeux à négocier est moins important. Donc, ça renforce un petit peu le pouvoir syndical et ça fait en sorte qu'il y a des enjeux d'équité et de justice qu'on n'a pas à négocier, hein. Donc, les politiques que ça va prendre, ce sont beaucoup les politiques publiques du marché du travail. Lorsque, par exemple, la FTQ siège à la Commission des partenaires du marché du travail ou dans tous les comités sectoriels, lorsque vos syndicats sont appelés à siéger sur différents comités pour réfléchir sur l'avenir du réseau de la santé et des services sociaux, sur l'avenir des emplois dans ce réseau, ça fait partie de cette tendance-là, de cette représentation-là en tant que salarié comme citoyen, parce qu'on réfléchit à comment on va structurer et améliorer notre système de politique publique, par exemple, du réseau de la santé. Et bien sûr, les politiques sociales, l'aide sociale, hein, l'idée de remonter le plancher pour tous les citoyens et citoyennes dans notre société afin qu'on lutte contre la pauvreté. Dieu sait, présentement, ça devient les enjeux, l'accès au logement, l'itinérance qu'on entend parler beaucoup, là, que le gouvernement est un petit peu coincé avec, là, hein? Beaucoup, beaucoup. Donc ces politiques, ces enjeux-là, les syndicats doivent s'y impliquer et continuer de s'y impliquer. Non seulement ça donne une légitimité à l'idée du syndicalisme au Québec, mais également ça renforce la représentation salarié-salarié. Donc, ça renforce votre pouvoir de négociation collective. On peut penser, pour prendre un exemple, l'action syndicale sur les politiques publiques, c'est elle qui a permis la transformation du système de santé québécois d'un système privé en concurrence dans les années 60 à un système public.
Il y a eu énormément d'implications des syndicats dans cette transformation, qui a également permis la syndicalisation de ces réseaux. Ça a déjà commencé, mais c'est vraiment l'action politique des organisations syndicales qui l'ont permise, cela, d'une façon assez importante. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se garder à l'esprit. Sans les syndicats, probablement qu'on n'aurait pas de système de santé publique au Québec. On était dans une société extrêmement conservatrice, où il n'y avait pas vraiment de volonté de l'État d'avoir un système public. Le reste du Canada en avait un. Nous, on est arrivé sur le tard, hein, beaucoup sur le tard. Hein. Donc, comment ça se décline comme action? Bien sûr, hein, c'est le lobbying d'abord. Hein, le lobbying, dont participer à différents comités, comme je mentionnais, la Commission des partenaires du marché du travail. Pensez, par exemple, à l'amélioration des lois des normes du travail pour contrer l'exploitation des enfants, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait énormément d'enfants au travail de 12 ans, 11 ans, etc. Puis, et 75 dans les dernières années des cas de blessures rapportés à la Commission de santé et sécurité au travail étaient des cas où les enfants se blessaient. Donc, ce sont les syndicats qui ont amené à la Commission des partenaires du marché du travail, avec un gouvernement qui avait une écoute, bien sûr, des dispositions qu'on a modifié la loi sur les normes du travail pour mieux baliser le travail des enfants dans nos sociétés. C'est quand même quelque chose d'assez important. Hein? Un jeune, ça devrait étudier en premier et non pas travailler en premier. Donc, c'est par le lobbying, cette action-là, se présenter des commissions parlementaires, etc., mais également par la mobilisation politique en défense de différents groupes qui se mobilisent. Encore une fois, là, j'amène le logement. On peut se rappeler, par exemple, la marche des pins et des roses qu'on avait eue. Donc, un ensemble, le mouvement des femmes, qui était vraiment important au Québec, qui est encore important aujourd'hui, mais ils reçoivent l'appui des organisations syndicales. Mais également des alliances que l'on fait avec différents groupes. Encore une fois, pour penser au mouvement des femmes, mais également à l'international. Tout ce que vous êtes à l'international, par exemple, dans l'international de la santé, etc., qui dans le monde, ça me permet justement de tisser des alliances pour mieux connaître ce qui s'en vient comme réforme, mais également ensuite des alliances avec la communauté. Donc, avec différents groupes, par exemple, d'usagers dans la santé, ça peut être également avec, c'est assez bizarre parfois de dire, là, mais on ne peut pas le faire directement, mais avec des groupes de gestionnaires dans la santé qui ont des intérêts importants à ce que vous améliorez vos conditions de travail. Hein? Quand vous n'êtes pas capable de faire le travail, c'est les gestionnaires qui mangent la volée, là, hein? Et vous aussi, là, mais les gestionnaires également. Donc, tenter de faire des alliances avec des groupes. Puis l'important, c'est de se poser la question, est-ce que l'alliance dans laquelle on entre va nous rapporter des dividendes pour améliorer nos revendications en tant que salariés? C'est les citoyens. Donc, ces alliances-là ont des retombées pour nous. Et fréquemment, elles en ont parce qu'elles font en sorte que les gouvernements se rendent compte qu'il y a une sympathie pour vos revendications dans la population. Qu'il y a une sympathie très importante hein, pour vos revendications dans la population. Moi, je trouve que vous êtes tous sous-payés. Là. Toutes les personnes dans le secteur public sont très sous-payées. Hein. Donc, si on regarde la dimension salarié-salarié, on peut faire un certain bilan de la négociation collective dans les secteurs publics et parapublics au Québec. Et puis là, c'est un bilan critique que je vous offre. Là, hein. La ligne de fracture, pour moi, quand on fait un tel bilan, c'est avant la loi 37 et après la loi 37. Parce que la loi 37 a été introduite en 1985, donc la loi sur le régime de la négociation des conventions collectives dans les secteurs publics et parapublics et les organismes gouvernementaux. C'est une loi qui est très longue, donc connue comme la loi 37. C'est une ligne de fracture où le gouvernement s'est imposé comme étant celui qui mènerait les négociations. Et ça renforce ça renforce beaucoup l'idée qu'il faut faire des actions politiques parce que le régime de négociation collective dans lequel vous êtes a été conçu pour l'employeur, par l'employeur et pour l'employeur. Hein, il a été conçu suite aux dernières grandes grèves qu'on avait eues au début des années 80, où le gouvernement a décidé, c'était une des dernières actions du deuxième mandat de René Lévesque, d'introduire cette réforme, qui s'appuyait sur des commissions parlementaires qu'il y avait eu auparavant. Hein. Il y avait eu la commission Martin Bouchard, ensuite la commission Bernier-Cadieux, et ensuite le gouvernement a pris les résultats de ces deux commissions et a fait la loi 37 avec. Et ce qu'il a fait en même temps, c'est qu'il a introduit toutes les lois spéciales dans la loi 37. Donc, pour vous punir si vous contrevenez à la loi. Mais ce régime de négociation collective-là, la loi 37, c'est pour ça que c'est important la mobilisation, c'est qu'il est conçu pour étirer le temps. On a, contrairement au secteur privé, on a fait en sorte que votre négociation s'étire longtemps. Première chose, c'est que, contrairement dans le secteur privé, vous devez déposer vos demandes avant celle de l'employeur. Ça, on ne voit pas ça nulle part autre. Normalement, tu arrives à la table de négo, je te donne mon cahier de charge, tu me donnes ton cahier de charge, ou si dans une petite entreprise,
on s'échange ça comme ça, et on se retire, on regarde ça, puis ensuite, on se formule des propositions de négociation, et ça part. Dans votre cas, vous le déposez, et ensuite, l'employeur a 90 jours avant d'y répondre. Mais une des choses qu'il fait quand il répond, là, il prend chacune de vos revendications, là, puis il vous met des demandes de concession là-dessus. C'est ça qu'il fait. De façon à vous placer sur la défensive. Et ensuite, il fait traîner les négociations. Vous savez, moi, quand j'entends la négociatrice, pas la négociatrice, mais la présidente du Conseil du Trésor, dire qu'elle attend les syndicats aux tables de négo, là, c'est totalement faux. Moi, ce que je sais, c'est que les syndicats attendent depuis longtemps qu'il se passe quelque chose. Puis ils se font dire que ah, mais on n'est pas là dans la négociation. On n'est pas là dans la négociation. Par exemple, pour vos emplois, la définition de vos emplois, la réorganisation du travail qu'il va y avoir dans la santé, certainement, il y a des propositions qui sont formulées par vos organisations syndicales avec vos intérêts. Mais ce qu'ils se font dire par leur vis-à-vis présentement, c'est qu'on n'est pas rendu là. À un moment donné, tu te demandes, vous êtes rendu où, là, exactement, là? Donc, il y a un jeu politique qui se joue, hein? Eux, ils jouent un jeu politique pour influencer totalement, totalement l'opinion publique. En disant, nous, on veut négocier, regardez ces méchants syndicats qui ne veulent pas négocier, là, hein? Donc, c'est important d'avoir des alliances, de pouvoir jouer sur le terrain politique pour contrer ce discours. Donc, dans la dimension salarié, si on vient à cet encadré pour le bilan des négociations collectives, là, je ne fais pas un bilan en pourcentage, etc., là, mais plus qu'est-ce qu'on voit comme les grands thèmes qui ont ressorti. D'abord, les grandes batailles syndicales par des mobilisations politiques importantes et également des mobilisations sur les lieux de travail dans les secteurs publics ont été le fait d'obtenir le droit de grève et le droit de négociation collective. Jean Lesage, en plein milieu de la Révolution tranquille, mentionnait que la reine ne négocie pas avec ses sujets. Il ne voulait pas d'un contexte de négociation collective dans lequel le gouvernement s'engagerait. Il voulait une négociation collective qui était hôpital par hôpital. Parce qu'à l'époque, c'était les hôpitaux qu'on avait essentiellement. Là. Et puis même là, il n'était pas très ouvert à la chose. Hein? Pas très ouvert à la chose, mais c'est grâce à des mobilisations, à de l'action politique syndicale en s'appuyant sur des partis politiques à l'époque, à leur présence en commission parlementaire sur la réforme du Code du travail, que les organisations syndicales ont obtenu l'acquisition du droit de grève dans les secteurs et les services publics. Il est variable, là, mais on a quand même obtenu ce droit de grève. Il y a eu 4 moutures du Code du travail en 1964. Donc, 4 moutures, parce que les premières moutures, il n'y avait rien sur les services publics et les secteurs publics. Autrement dit, vous restiez dans la même loi sur les relations ouvrières que vous aviez autrefois, avec aucun droit de grève, en réalité. Donc, mais à travers le travail politique de vos organisations et la mobilisation qu'il y a eu dans les rues, bien, le gouvernement a accordé ce droit de grève et ce droit de négociation collective-là. Ensuite, bien sûr, ça se situait dans un militantisme syndical qui était très fort. On peut penser au Grand Front commun, où on défiait les lois de retour au travail. C'est ce qu'on faisait. Mais il y avait une particularité importante des lois de retour au travail à l'époque, c'est que la très vaste majorité incluait la meilleure offre du gouvernement du Québec. Donc, il y avait quand même une considération du gouvernement, surtout sous Robert Bourassa, de quand même améliorer les conditions de travail. Pardon, on dira ce qu'on voudra de Robert Bourassa, mais il y avait cette préoccupation d'améliorer les conditions de travail et pour la paix sociale. Aujourd'hui, les lois de retour au travail, fréquemment, elles ne contiennent que l'offre initiale du gouvernement. Et elles sont très, très punitives. Donc, il y a une différence importante ici. Mais quand même, on défiait. Il y avait eu, par exemple, en 1979, je crois, il y avait eu des démissions massives, autant dans la santé qu'en éducation, qui avaient forcé le gouvernement à revenir et à améliorer, puis c'était sur la permanence. C'était sur la sécurité d'emploi, de revenir et d'offrir la sécurité d'emploi. Je me rappelle Laberge et Chartrand qui avaient dit au premier ministre à l'époque, à Robert Bourassa, non, à René Lévesque à l'époque, c'est bon, la sécurité d'emploi, mais seulement pour les infirmières et les médecins, pas pour les pousseux de mop. Hein? Pas pour les pousseux de mop, puis pas pour les enseignants-enseignantes. Ça avait un petit peu mis le gouvernement sur la défensive à l'époque. Puis il avait fini par accorder cette sécurité d'emploi à beaucoup de gens. Donc, il y avait quand même une mobilisation importante et ce qui explique beaucoup des gains. Par contre, on était dans une logique, encore une fois, où l'État était un État-providence. L'État considérait qu'il avait un devoir de protéger les intérêts de la population. Et qu'il avait un devoir également envers ses salariés. Ce qu'elle a beaucoup avec l'État-providence, c'est ce que nous, on appelle beaucoup l'employeur modèle. L'État considérait qu'il devait être un modèle pour le secteur privé sur comment bien rémunérer et donner de bonnes conditions de travail aux salariés. Aujourd'hui, le défi est plus grand parce que l'État ne se considère plus comme cela. Vous savez, lorsque l'État se mentionne comme un employeur de choix, ça veut dire que tu es un employeur parmi tant d'autres.
Plus l'employeur modèle, là. C'est que parmi tous les choix que vous avez, c'est comparable, simplement. Mais il faut revenir avec l'idée que l'État, c'est un employeur modèle. Et on était dans une situation de croissance économique relativement soutenue. Il y avait à l'époque la croyance que la croissance était infinie. Moi, je me rappelle, j'étais au secondaire, début des années 70, et puis il y avait vraiment cette croyance-là, on lisait des choses là-dessus, sur le progrès infini. Mais ensuite, à partir des années 80, on est rentré dans des périodes de beaucoup plus de turbulences économiques. Par contre, un lien important avec aujourd'hui, un parallèle important, cette croissance économique relativement soutenue était accompagnée d'une période inflationniste importante. Et puis les gouvernements, ça c'est quelque chose qu'il faut se rappeler présentement là, avec vos revendications salariales. Les budgets, les revenus des gouvernements augmentent avec l'inflation. Parce que la majorité de ces revenus, ce sont des taxes et des impôts et des frais de service en pourcentage. Le prix de l'essence augmente, le gouvernement engrange. Le prix de tous les denrées augmente, mais lorsqu'il y a des taxes de vente, le gouvernement engrange encore plus. Hein? Les gens des augmentations salariales, ils payent plus d'impôts. Parce qu'il y a des augmentations salariales en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Donc, ce que je veux vous dire, là, c'est que le gouvernement a rencontré vos demandes salariales là, pour une protection de votre pouvoir d'achat, là, ça lui coûterait rien. C'était ça. C'est ce qui explique le fait qu'on obtenait des 17-18 sur 3 ans. À l'époque, il y avait la mobilisation, mais il y avait également l'idée que le gouvernement reconnaissait que le contexte économique, c'est un contexte où ses revenus augmentaient. Donc, il pouvait accorder de bonnes conditions de travail à ses employés à l'époque. Puis c'est la même situation aujourd'hui, ils peuvent le faire. S'ils peuvent se donner 30 à eux, là, ils peuvent vous donner le coût de la vie à vous. Minimum. Pas me choquer, là. C'est ce qui montrait qu'il y avait. Donc, surtout dans la santé et l'éducation, il y avait eu un rattrapage important au niveau salarial à l'époque. Hein? Un rattrapage salarial très, très important. Ça, j'en ai parlé là, dans l'employeur modèle, mais regardez comment le gouvernement utilisait quand même des lois spéciales. Hein? 9 lois spéciales de retour au travail, dont 4 qui visaient uniquement les enseignants-enseignantes. Mais les 5 autres visaient dans la santé. Là, hein? La santé, ça a toujours été une préoccupation importante. Mais comme je mentionnais, les lois spéciales que l'État déposait à l'époque offraient quand même des améliorations significatives des conditions de travail. Et puis ça, c'était parce que le gouvernement, justement, avait peur que ça soit défié, qu'il y avait peur de la mobilisation qu'il voyait, autant chez les salariés que chez les groupes de citoyens et citoyennes. Hein? Post la loi 37. On arrive là, la loi 37-85. Donc, le gouvernement du Québec de René Lévesque dépose le projet de loi en 83. Il est sanctionné en 84. Sa première mise en œuvre est en 85. C'est là qu'on structure le régime de négociation collective. Donc, on a la législation sur le maintien des services essentiels. Maintenant, ça s'applique à l'ensemble des services publics. On l'intègre au Code du travail et la loi 37, en réalité, dans ses annexes. Des lois coercitives, des lois spéciales, maintenant, deviennent beaucoup plus coercitives des gouvernements. On a un changement dans leur comportement. On peut penser à la loi 160, loi 142, loi 111, avec des pénalités très fortes en cas de grève illégale, parce qu'il y avait eu des grèves illégales dans la santé, par exemple, au début des années 90, il y a eu des lois, des grèves illégales dans la santé. Donc, des lois extrêmement punitives où on perdait des années d'ancienneté. Il y avait des amendes sur les officiers syndicaux. Il y avait des amendes importantes pour les salariés. Donc, il y avait un ensemble de choses qui étaient là. Ça démarque un changement de comportement de l'État employeur. Ça renforce l'idée qu'on ne peut pas seulement s'occuper de la dimension salarié-salarié, il faut faire de l'action politique également. La mobilisation devient très importante. Également, en raison de la façon qu'ils ont structuré le régime, avec une table de négociation collective pour intersectorielle, pour les enjeux salariaux, des tables de négociation collective, donc une pour la santé, plusieurs pour l'éducation, la fonction publique séparée de cela, ensuite quelques tables pour les cégeps. Ça fait en sorte de diviser les organisations syndicales. Et ça a rendu la création de fonds communs beaucoup plus difficile. Et on peut voir dans les années 90, début des années 2000, on est dans une ère quand même de concession. Les prolongements qu'on a vus ici, donc prolongement des ententes à 3 reprises, étaient beaucoup dans les années 90 sous Jacques Parizeau. Puis il y avait l'idée de référendaire en arrière de ça. Hein? Il y avait l'idée de référendum derrière ça. On a vu un autre prolongement dans le référendum des années 90. Mais encore une fois, hein, Parizeau, c'est un homme relativement austère, mais c'est un homme qui avait un sens important du devoir des services publics. Puis Parizeau, d'ailleurs, Parizeau s'était opposé à la réduction de 20 des salaires hein, du gouvernement du Québec.
Il avait dit à René Lévesque, on a signé ça, il faut le respecter. Donc, Jacques Parizeau, lorsqu'il est devenu premier ministre, à 3 reprises, il a donné des augmentations salariales de 4 aux personnes salariées pour tenter de faire un rattrapage. C'est beaucoup sous Jacques Parizeau. Par contre, la négociation collective devenait de plus en plus difficile, comme vous le voyez aujourd'hui, et plusieurs auteurs se posent la question, est-ce que le gouvernement est engagé uniquement dans une négociation collective de façade? Donc, autrement dit, est-ce que ça se passe aux tables? Ou c'est pas plutôt que le gouvernement attend de voir la mobilisation citoyenne et des salariés qu'il va y avoir à l'extérieur de la table? Yvan Perrier, qui est un professeur de cégep, qui écrivait beaucoup sur la négociation dans les secteurs publics parapublics, en vient un peu à cette conclusion qu'après la loi 37, le gouvernement se comporte comme une négociation de façade, où en réalité, il tente de négocier avec les syndicats comment appliquer et mettre en œuvre sa politique salariale. Alors que l'objectif syndical, c'est de modifier la politique salariale pour la bonifier, hein, avoir une bien meilleure politique salariale, hein, qui est à l'avantage des personnes salariées. Hein. Donc, ce qu'on croit, nous, avec tous les tirements du temps qu'il fait. Oui? Oups, non, je crois qu'il y a un micro qui s'est ouvert. Est-ce que je vais trop vite? Non, non, ça va. OK. Donc, on croit que la stratégie du gouvernement, c'est d'étirer le temps aux tables de négociation collective, tout simplement. De tenter de voir quel est votre degré de mobilisation. Ensuite, est-ce que ça se transmet dans la population? Mais surtout, en premier lieu, quel est votre degré de mobilisation à vous? Puis ça, là, quand on parle de mobilisation, c'est pas juste des grèves dans la rue, là. Mais au niveau, là, dans vos milieux de travail, est-ce que ça en parle beaucoup? Est-ce que les gens, là, justement, ils tiennent à leurs revendications? Ça peut être, on a vu, par exemple, chez du personnel infirmier, des sit-ins, des choses comme ça, des refus de travail. Là, je ne vous dis pas de faire ça, là. Faites des choses à la mesure de vos moyens, mais pensez à ceci, hein, dans votre négociation collective et les politiques, et la première antenne politique du gouvernement, ce sont vos gestionnaires. C'est leur première antenne, ça. Hein. Eux, ils veulent savoir, là, le gouvernement leur pose des questions. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans les milieux de travail? Les gens en parlent-tu? Les gens semblent-ils mobilisés? Est-ce qu'ils portent leur gilet? Est-ce qu'ils ont des macarons, etc.? Donc, est-ce qu'ils sont en action? Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens à la rencontre syndicale pour ratifier une stratégie de vote de grève, par exemple, de grève générale limitée? Donc, ça, ils veulent savoir ça. Autant dans le privé que dans le public, on le fait, mais dans le public, c'est encore plus important parce qu'il y a une translation, une traduction de cela politique. Donc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de pression politique, je ne bougerai pas aux tables. Vous allez voir, là, il va y avoir des manifestations bientôt, là, ça va commencer à bouger un peu aux tables, probablement. Là, hein? Également, Ben, hein, ça, c'est quelque chose qui. Oui, oui, d'ailleurs, je vais juste, pendant qu'on est sur ce point-là, là, il y a oui, la marche du 23 septembre là, oui, qui va avoir lieu à Montréal avec le Front commun. c'est ça. Justement, c'est Famille Amis là, qui est invité au parc Jeannemance, excusez-moi, à compter de 13 heures. Donc, c'en est une, justement, là, qui est en train d'être mise en place là, par le Front commun. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Puis regardez, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, ils ont leur vote de grève présentement. Là. Puis peut-être qu'ils vont vouloir manifester en même temps que le Front commun. Parce qu'ils veulent faire, ça se discute, là. Ils ne sont pas dans le Front commun, mais ils sont conscients là, que ça prend un mouvement politique fort. Là. Parce qu'autant en éducation qu'en santé et services sociaux, les offres sont loin des aspirations, des attentes des personnes salariées. Pas seulement en termes salarial, là, mais en termes là, de qu'est-ce qu'on met là, pour améliorer le réseau, pour que votre quotidien soit mieux. Vous savez, tout le monde a le droit de travailler dans un lieu de travail où ils peuvent s'épanouir, là, ou du moins pas perdre leur santé. Là. Puis ça semble avoir été perdu dans nos réseaux publics. Hein. Pour vous donner une idée, là, j'ai des amis qui sont partis du privé, sont allés travailler dans le public, ce sont des comptables, sont allés travailler à la Société d'assurance automobile, ils ont fait 3 semaines. Eux qui pensaient que les employés des secteurs publics ne travaillent pas, là, ils ont dit il y a bien trop de travail. Ils ont dit ça va de bon sens. On n'a pas le temps. Mais on a vécu également dans le cadre de la loi 37 des tensions syndicales. Les fronts communs sont devenus plus difficiles. Puis là, c'est important de voir qu'ils reviennent. Ils reviennent à un moment où on a des gouvernements qui veulent, là, il ne faut pas se gêner de le dire, là, qui veulent passer la hache dans nos systèmes publics. Ils trouvent que ça coûte cher. Ils sont prêts à donner des 2-3 milliards à des entreprises pour qu'ils s'installent ici ou qu'ils maintiennent des emplois. C'est un peu bizarre. Là. Puis ils vont dire, ce sont des prêts pardonnables. Alors, là, on appelle ça une subvention, un prêt pardonnable. Là. Tu sais, je te prête de l'argent, mais oublie ça. Oui. Moi, j'appelle ça une subvention. Là. Tant que vos salaires devraient être des prêts pardonnables, vous n'auriez pas à payer l'impôt. Quand même pas pire. Donc, j'ai 2 mains levées.
Oui, mais tu sais, j'en ai un, comme d'habitude, c'est toujours agréable, mais tu sais, je vois le temps qui file, fait que je sais qu'il y en a qui vont devoir quitter dans pas long. Moi, ça me Ah, OK, dérange c'est pas, parce que on je peut vois pas l'heure, continuer. là. Je Non, c'est m'excuse, ça, là. il est 12h58, fait qu'on Oh a, shit! On pourrait continuer la semaine prochaine, hein, parce que j'ai beaucoup de choses là, à mettre là-dedans pour vous, là, hein. il n'y a aucun problème. Fait que si vous êtes d'accord, on pourrait voir justement répondre aux questions, là, et Oui, effectivement, là, la prochaine rencontre, vous l'avez à l'agenda, là, on l'a acheminé à vos sections locales. oui, Donc, vous pouvez vérifier, là, il va en avoir une par mois. c'est Donc, ça. je vais y aller avec une main levée. J'ai M. Jean-Guy Vien. Oui, bonjour. On On t'entend vous pas, entend Jean-Guy, ton pas. micro est fermé. Bon, on m'entend là? Oui, très bien. Oui. Je voulais juste, rapidement, je voulais juste avoir votre avis sur ce point-là. Est-ce que c'est pas stratégique, à quelque part, pour le gouvernement, que ça aille mal dans le secteur des réseaux publics, pas de salaire, pas de conditions de travail, mauvaise presse, pour en fait justifier l'arrivée du privé de plus en plus? Bon, moi, je tente de pas être cynique, là, mais par contre, quand je regarde des expériences ailleurs dans le monde, là, c'est un petit peu ce qui s'est produit dans les gouvernements qui ont choisi de faire ça dans le monde. Ils ont attaqué la légitimité de leur service public en provoquant une détérioration des Voilà. conditions d'exercice et en limitant l'accès des citoyens à ces services. Et puis ensuite, ça justifie les privatisations. C'est ce que ça l'a fait. Qu'en allant dans le privé, ça va aller mieux. C'est ce qu'on a fait en Grande-Bretagne, en Allemagne, d'une grande partie également, un peu partout. Là. Aux États-Unis, il y a des endroits qui avaient encore des systèmes publics qui ont été attaqués par les républicains. Et c'est tout ça, c'est limiter l'accès, mais également de faire en sorte que vous, comme salarié, quittez le réseau. Fait que ça justifie le fait qu'on ne peut pas donner de service. Et vous savez, vos emplois sont plus importants que les gens en pensent, hein, quand on voit à l'extérieur. Ça, c'est une chose que je voulais peut-être vous mentionner, hein, d'un petit peu donner une image à ce que vous faites. Parce que si les services administratifs, les processus administratifs ne sont pas bons dans le service de santé, là, mais comment moi je vais faire pour avoir accès à un spécialiste? Là? Comment on va s'assurer que le spécialiste a tout ce dont il a besoin? Ou que les infirmières ou tous les autres là, qui interviennent directement auprès de la population ont ce qu'il faut, que les diagnostics vont arriver à temps. Tout ça, là, c'est important, là, c'est ce que vous faites là, dans le travail administratif. C'est super important. Puis notez hein, que c'est là qu'il mine hein, en premier. Hein. Quand que Barrette a fait sa réforme, là, il a mis à la porte plein de gestionnaires. Mais des gestionnaires de premier niveau là, qui faisaient du travail administratif. Puis ensuite, on a garoché à plein d'autres mondes, puis depuis ce temps-là, ça va mal au bout. On ne semble pas vouloir se réveiller, là, hein, puis de voir, d'admettre cela. Mais moi, je pense qu'il y a ça, puis il y a également qui sont pris dans une traque idéologique. Ils sont vraiment pris là, dans une traque idéologique qui est on introduit une restructuration sur le modèle de Lean Health. C'est un modèle qui est employé, calqué sur l'Alberta. On a fait les premières étapes, qui étaient de fusionner, ensuite faire un petit peu de négo local. Ensuite, la dernière étape de la chose, ben, c'est de faire une grande agence qui va tout gérer ça en dehors du ministère. Mais ça va être le bordel, là. L'Alberta a quitté, puis le danger là-dedans, c'est que les décisions qui vont être prises dans l'agence, là, par exemple, le Centre de services partagés au gouvernement du Québec, lui, lorsque le gouvernement a un projet où il a besoin de faire quelque chose, un programme, il envoie ça au Centre de services partagés après que le Conseil des ministres ait décidé. Puis c'est au Centre des services partagés qu'on décide est-ce qu'on va le faire à l'interne? Est-ce qu'on va le donner en sous-traitance? Est-ce que ça va être le privé, des groupes sociaux? C'est là que ça se décide. Mais l'Agence de santé va faire la même chose, là. Est-ce qu'on dirige des ressources vers des cliniques privées? Est-ce qu'on dirige des ressources vers des médecins privés ou on va diriger ces ressources-là hors du réseau ou est-ce qu'on les garde dans le réseau? Puis l'idée, c'est de détacher ça du ministre. Fait que le ministre ne sentira pas la pression politique. Il va y avoir un conseil d'administration qui va décider ça. Puis la personne qui va être ministre va pouvoir ensuite se donner une belle image que lorsque l'agence va exagérer, elle va arriver comme un pompier, comme le sauveteur. Ouais, on va leur interdire de faire ça maintenant. Ah, on va leur interdire de faire ça maintenant. Donc, ça donne le beau jeu politique, mais toute la rationalisation et la dégradation du service se fait par un conseil d'administration où il n'y a plus de représentation citoyenne et de travailleurs. Donc, on dépolitise cette partie-là. Puis moi, je crois que oui, on veut se diriger vers le privé. C'est ça qu'on veut faire.
Vous notez, par exemple, moi, quand je vais pour mes yeux à l'hôpital ou pour mon dos, là, pas à l'hôpital, mais même chez mon médecin, là, ils me disent, hein, ouais, mais tu sais, si t'es moyen, va au privé, là. C'est comme si c'est quelque chose qu'ils se font dire de dire, là, hein. Tu sais, si t'es moyen, va au privé, si t'es moyen, va au privé, là, c'est quand même lourd pour les gens, là, hein. J'espère que ça répond à votre question. Parfait. Dans le chat, il y en a peut-être, hein? Je ne vois pas de Voyons. questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont de la main levée? On a un commentaire, par exemple, de Yann Gagnon. D'accord. Le nom, j'ai peur de le massacrer. Le Nam Chomsky. Comment Noam détruire un réseau? Chomsky. Oui, Chomsky, bon, merci. Oui. Oui, Noam Chomsky, oui. Comment détruire un service public en baissant son financement? Il ne fonctionnerait plus. C'est ça. Les gens s'énerveront, ils voudront autre chose. C'est la technique de base pour privatiser un service public. C'est exactement ça. Tu sais, si tu veux te débarrasser de ton chien, là, dis qu'il rage. C'est aussi simple que ça. Alors qu'en réalité, dans le service de santé, une fois qu'on y a accès, là, c'est bon, là. C'est de la haute qualité, là. Mais le problème, c'est l'accès, hein. C'est comme si on avait mis une barrière là, importante, là, hein. Puis c'est ça. Puis il y a un projet derrière ça, là, qui est difficile à cerner, surtout quand un gouvernement est géré par des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Effectivement, puis comme Yann aussi l'a dit, là, la CNESST envoie les travailleurs au privé pour des expertises médicales. C'est ça, Oui, ça parle, là. absolument. Absolument. Il y a les envois privés. On voit de plus en plus également d'autres organismes gouvernementaux qui ont des ententes avec des cliniques privées. Puis c'est sûr que nos ministres, là, ils ne vont pas dans la salle d'attente à l'urgence là, à Saint-François d'Assise là, ou à l'Enfant Jésus. Là. Ils ne vont pas là, là. Ou à Rosemont. Là. Ils ne vont pas là. Là. Hein? Eux autres, ils ont leur médecin, c'est garanti. Là. Ils ne sont pas touchés par notre système. Puis ça, c'est une grande différence, par exemple, quand vous regardez en Finlande. En Finlande, le ministre ou la ministre de la Santé ou le ministre ou la ministre de l'Éducation a l'obligation d'utiliser les services publics. Ils sont obligés. Puis la logique, la logique est intéressante, c'est de dire comment voulez-vous qu'ils règlent les problèmes des réseaux, des services aux citoyens, s'ils ne les vivent pas eux-mêmes, ces problèmes-là. Mais nous, c'est pas ça. Hein? On n'a pas ça. Là, hein? Donc, moi, le message aujourd'hui, c'est que votre mobilisation, elle est importante. C'est important de vous mobiliser en alliance avec d'autres. C'est par des alliances que vous rehaussez votre pouvoir de négociation collective. Toujours en gardant à l'esprit vos intérêts, vos revendications. Mais c'est important, il faut aller au-delà des divisions entre les groupes et des divisions entre vous et des représentantes de la société. Fréquemment, les gens, quand ils parlent à mal et à travers, à tort et à travers de vos conditions de travail, de vos syndicats, c'est qu'ils sont ignorants. Ils sont carrément ignorants. Comme moi, hier, il y a une enseignante qui m'a dit on a une réunion pour un vote de grève parce que le syndicat veut nous brainwasher. Moi, je lui réponds ben non, c'est la démocratie. C'est qu'il faut que tu aies ton mot à dire. Oh ouais, ben oui, tu peux voter non. Tu as le droit de voter non. Imagine-toi donc. Ah, ah ben, j'ai pas vu ça de même. Ben, c'est ça que c'est. Puis ensuite, je lui dis, c'est une obligation du Code du travail, là, de toute façon. Là. C'est pas Joe Blow qui va décider que tu pars en grève. Là. Mais donc, cet aspect-là est très important. Très important d'aller au-delà de la fragmentation qu'on a entre nos corps d'emploi et entre nos organisations syndicales, de la fragmentation, de l'isolement parfois qu'on a avec les citoyens, citoyennes et les groupes qui les représentent dans la société. Parfois, ça demande d'expliquer un petit peu mieux vos revendications et les problématiques dans lesquelles vous vous situez. Parce que moi, je trouve ça drôle. Hein? Moi, un de mes amis conseillers syndicaux chez Vachon s'assoit avec l'employeur, puis il dit, là, les pénuries de main on fait quoi? L'employeur, il dit, je vais te donner 25 sur 3 ans. Après, du monde, puis toutes les primes, tout en augmentation salariale. Et dans la santé, puis dans le secteur public, ça semble super difficile là, de voir cette réalité-là. Surtout quand on récupère une bonne part en taxes et en impôts. Hein? C'est le seul employeur qui va chercher dans les poches de ses salariés de l'argent. Donc, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. La prochaine fois qu'on se rencontre, on pourra continuer sur cela.